Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième année consécutive à ce Retail Connect. Donc je suis Jeanne Dusseuil, je suis journaliste indépendante et fondatrice d'un nouveau média pour information Globalize. C'est l'économie pour les professionnels mondialisés. Et l'internationalisation, c'est tout le bien que je vous souhaite en tant que professionnel d'enseigne du retail. Donc cette première session est portée sur les nouvelles technologies et l'humain. Comment est-ce qu'on en fait fabrique des leviers de performance pour les enseignes? Actuellement, il y a énormément de choses passionnantes qui se passent avec... alors, vous avez entendu parler sûrement des concept stores, des live stores. On va parler même de Probox qui va venir nous rejoindre aussi avec des bases vies. Auchan qui investit 15 millions d'euros dans un live store au Luxembourg. Des concept stores aussi à New York de l'Occitane, on verra aussi. Mais on va aussi traiter du parcours client, pas seulement à la boutique. On va aussi s'intéresser à l'omnicanalité parce qu'en fait, les frontières s'abaissent de plus en plus. Donc aussi un chiffre à vous donner, 40% aujourd'hui de la data analytics d'ici 2020, selon Gartner, donc l'année prochaine, va concerner l'expérience client, d'où cette importance avec nos invités qui vont venir de s'intéresser à la fois à la boutique, mais aussi à ce qui se passe après avec cette donnée client en dehors de la boutique. Donc je suis ravie de demander à me rejoindre nos invités de ce matin, en commençant par Anne-Sophie Pouillot, qu'on peut encourager à nous rejoindre. Voilà. Donc Anne-Sophie Pouillot, vous êtes, que je retrouve exactement l'Occitane en Provence, effectivement, responsable Customer Care et voix du client international. On revient sur l'international. Régine Van Hems, qu'on peut aussi accueillir. Vous êtes cofondatrice de l'Observatoire du commerce connecté. Je suis ravie de vous retrouver. Vous avez toujours des analyses et des insights passionnants. Et vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages sur le commerce connecté, dont le récent qui vient de sortir en novembre dernier, Savoir conseiller et vendre à l'ère post-digitale. Outre réussir sa stratégie cross et omnicanal, donc plusieurs livres à découvrir pour Régine Van Hems. Et notre dernier invité, Johan Rigal, CIO, Chief Information Officer au sein de Probox France, du groupe ADO, donc les magasins base vie dont je parlais, un lieu de transaction et logistique, un lieu de vie du professionnel du bâtiment qui est complètement réinventé. Et du coup, c'est avec vous que je vais commencer, Johan. Alors, on va un petit peu casser les codes, mais justement, pour parler de ces performances de l'humain et de la nouvelle technologie, vous êtes parti d'une feuille blanche. Est-ce que ça veut dire pour nos professionnels ce matin qu'il faut casser complètement les codes de la vente et les codes de la boutique traditionnelle ? Bonjour. Alors effectivement, donc nous, Probox, on est une jeune enseigne du groupe ADO. La dernière enseigne, voilà, on est ouvert depuis septembre 2018, donc on a 9 mois d'existence. Effectivement, on est parti d'une feuille blanche, on a voulu casser un certain nombre de codes. On avait des convictions, et je peux illustrer notamment 3 convictions. Une première conviction sur le besoin d'avoir un écosystème nativement phygital, donc physique et digital, qui permet de proposer donc à nos clients une expérience client qui soit absolument homogène, quel que soit le canal d'interaction entre nous et le client. Que ce soit donc dans nos bases vie, donc c'est comme ça qu'on appelle nos points de vente. Donc on en a 5 ouverts aujourd'hui en 9 mois. Le site internet, notre plateau commercial qui gère de la relation par téléphone, par email, par SMS, mais aussi à travers nos commerciaux itinérants qui se déplacent chez les clients sur leur chantier. La deuxième conviction, elle a porté vraiment sur le lieu de vie, le point de vente. On les a appelés des bases vie. Alors pour information, une base vie sur un chantier, c'est le lieu de ralliement des ouvriers, c'est quelque part le lieu de confort. Et donc on a voulu, dans nos bases vie, proposer un ensemble de services, pas seulement de la transaction, mais aussi des services qui facilitent la vie des clients et qui gomment leurs irritants. Enfin, une troisième conviction sur l'humain, sur nos collaborateurs. On prête une attention très particulière sur les recrutements de nos collaborateurs de façon à effectivement
ce qu'ils aient des valeurs humaines qui correspondent à nos valeurs, mais aussi une vraie expertise, une vraie connaissance. Et donc on recrute, et on a aujourd'hui parmi nos collaborateurs de nombreux anciens professionnels du bâtiment, des anciens artisans qui donc ont une vraie connaissance, une vraie expertise des produits, de leurs usages, et donc une vraie crédibilité vis-à-vis de nos clients. Donc c'est les nouveaux codes de la distribution chez Probox. Anne-Sophie, justement, vous êtes dans la relation client-distance. Qu'est-ce que vous pensez du couple humain-technologie? On voit la part de l'humain qui est en train de prendre quasiment le dessus dans le concept Probox. Chez l'Occitane, comment ça se passe cette relation humain-technologie? Je crois pas, non. Est-ce qu'on m'entend? Beaucoup mieux. Oui, bonjour à tous. Alors, l'humain, c'est très important chez l'Occitane et l'émotion en général. Le groupe L'Occitane, c'est 3000 points de vente dans le monde. C'est aussi de la vente en ligne, c'est aussi du travel retail, des distributions dans les hôtels, dans les spas. Donc, on a aussi cette problématique d'omnicanalité, d'être cohérent sur tous les canaux de distribution. Et donc, moi, je m'occupe du customer care et de la voix du client. Et on répond à nos clients, peu importe le canal de distribution, peu importe le canal de communication, tout arrive aux mêmes équipes pour avoir vraiment une consistance dans le ton et dans la réponse. Concernant votre question sur l'humain et la technologie, au Customer Care, au service client, on souhaite développer la technologie pour répondre aux besoins d'autonomie des clients. Il y a de plus en plus de clients qui veulent avoir une réponse H24, 7 jours sur 7, et de manière autonome. Donc c'est pour ça qu'on va développer un peu tous le self-service. Voilà. Et ça permet aussi de dégager du temps pour nos conseillères, pour qu'elles puissent traiter des demandes plus complexes, parce que les demandes, justement, avec ces parcours omnicanaux et la multiplication des points de contact, les demandes sont de plus en plus complexes, pour passer du temps aussi à personnaliser la relation avec le client, puisque plus il y a de personnalisation, plus le client est satisfait. Et pour aussi offrir une assistance vraiment de A à Z, un peu comme un service de conciergerie finalement, puisque les clients qui décident de faire l'effort de contacter un service client aujourd'hui, ils attendent vraiment un service très premium. Voilà. Donc pour moi, le couple... C'est équilibré, ouais, justement. Exactement. C'est vraiment important de développer l'humain d'un côté, parce qu'il y a une attente quand même d'émotion, de personnalisation, de proximité qui est très importante, et de développer l'autonomie qui est pas du tout contradictoire, en fait. Et surtout, de laisser le choix au client. C'est-à-dire que quand on propose de la technologie, du self-service, demain peut-être un chatbot, etc., il faut que le client puisse choisir de parler soit à un robot, soit à un humain, mais qu'on ne le force pas. Ouais, on va en parler, mais il y a un point commun du coup qui dégage entre vous, Probox et l'Occitane, c'est cette volonté de former le vendeur, en fait, d'avoir un côté très expert, très professionnel, très à l'écoute, quasiment faire partie de l'univers du client, que ce soit côté artisan dans le bâtiment ou côté conciergerie, comme vous le disiez. Régine, du coup, c'est un peu un buzzword qu'on entend, mais est-ce que c'est ça ce qu'on attend? C'est un vendeur augmenté. Est-ce qu'il faut maintenant former un vendeur augmenté? Bien, bonjour à tous. Oui, effectivement, moi je suis convaincue que face à une augmentation et une saturation technologique, il y a un effet bâtier qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire qu'on avait tous les yeux rivés sur le digital et aujourd'hui, on a le digital qui reprend sa place à être au service de l'humain parce qu'il y a véritablement un besoin d'humanité. Et l'élément différenciant, c'est l'humain. Il y a une recherche menée par Michael Flakanji il y a très peu de temps qui a montré que quand on demande aux gens 3 mois après avoir quitté un magasin ce dont ils se souviennent, eh ben, systématiquement, c'est l'interaction avec le conseiller ou la conseillère de vente. Donc en réalité, l'humain revient. Le vendeur revient, est un élément extrêmement fort de différenciation. Alors on va en parler un peu. Faut-il le vendeur? Oui,
mais surtout pas avec les outils qui ont été inventés avant Internet, parce que ces outils irritent le client et génèrent une baisse de performance commerciale du vendeur, dont c'est une catastrophe. Alors, on veut des noms, du coup. Quels outils il faut complètement bannir quels aujourd'hui? outils? Alors, effectivement, vous me parliez du vendeur augmenté. Alors, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, augmenté, parce que je trouve qu'on n'augmente pas un humain, déjà. Moi, je parle, plutôt que de vendeur augmenté, d'épines dans le pied. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate que quand on équipe les vendeurs, eh bien souvent, c'est plus compliqué que ça génère de facilité pour eux. Alors, je vais vous donner une anecdote. Quand une entreprise que je ne citerai pas a été l'un des premiers à faire un pilote en équipant ses vendeurs de tablettes, on a décidé de faire des visites mystères. Objectif de ces visites mystères, un scénario où on essayait de faire sortir la tablette par les vendeurs. Alors, je vous pose une question. Combien de vendeurs ont sorti leur tablette dans ce point de vente? 0. Donc, effectivement, la consigne qui a été donnée, c'est vos vendeurs n'utilisent jamais leur tablette. La consigne qui leur a été ensuite donnée, c'est d'utiliser systématiquement leur tablette. Et là, on leur a dit surtout pas. Il ne faut surtout pas utiliser votre tablette. Vous devez en être équipé. Mais maintenant, il va falloir aller plus loin que l'équipement. Il va falloir former. Et il va falloir surtout montrer les bénéfices qu'a le vendeur à utiliser cette tablette à un moment donné dans l'interaction avec le client. Je parle énormément, donc vous me coupez, Jeanne, surtout. Non, c'est intéressant. Mais alors, du coup, cette data, elle est peut-être pas... elle fait partie de la collecte de data qui n'est pas très pertinente. Si effectivement le résultat est 0. Chez Probox, quel type de data vous collectez justement pour, alors soit en amont, pendant ou après, pour avoir cette connaissance qui vous a permis de créer ce magasin d'une page blanche? Alors effectivement, on a eu une première phase de collecte de data avant ouverture, qui a mené à la construction du concept. Cette phase de collecte de data, alors il y a eu des aspects assez classiques, une analyse du marché, des forces en présence, des fournisseurs, des clients, de la concurrence. Mais on a aussi voulu s'imprégner de ce que vivent nos clients. Et donc l'ensemble de nos collaborateurs est allé vivre, donc a fait un vie-ma-vie chez un professionnel du bâtiment, potentiel client, chez un prospect à l'époque, 1 semaine, 2 semaines, donc sur ses chantiers, dans sa camionnette, pour comprendre quelle était sa vie, ses difficultés, et avoir des échanges de façon très, très transparente et très, très directe. Ça nous a permis donc d'intégrer l'ensemble de la matière qu'on a collectée dans notre ADN et donc d'avoir une proposition de valeur qui est bien sûr transactionnelle parce qu'on est des commerçants, mais aussi attentionnelle avec un ensemble de services que l'on propose à nos clients. Par exemple, dans nos bases vie, la possibilité pour les clients de déjeuner, de prendre une douche et également tout un ensemble de services que l'on a développés autour de la mise à disposition du produit, avec des casiers de retrait en 24/7 à l'extérieur de nos magasins, de la livraison express sur Paris et Petite Couronne en moins de 3 heures sur chantier. Voilà, ça a été la phase de construction. Et maintenant qu'on est donc ouvert depuis 9 mois, alors de façon classique, on analyse nos données transactionnelles et donc on en tire des enseignements. Et on procède aussi donc à des enquêtes clients par téléphone et à des feedbacks de communauté. Donc en ce moment même, là, ce matin, cet après-midi et demain, on est en train de réaliser des feedbacks auprès de communautés, donc d'électriciens, de plombiers et de généralistes, afin de comprendre si effectivement la promesse client est là, ou bien effectivement se réaligner sur la promesse, ou modifier la promesse si effectivement on constate que nos clients ont d'autres attentes qu'on n'avait pas identifiées précédemment. Régine, juste parler de cette tablette. Je pense que c'était sur une marque en B2C. C'était en B2C, oui, tout à fait. Et vous m'avez parlé de terminaux. Les terminaux Zebra, alors en B2B, ça fait sens quand même d'avoir une tablette, un support de collecte d'informations? Alors nous, effectivement, on a équipé nos collaborateurs de terminaux. Effectivement, c'est les terminaux Zebra. C'est pas des tablettes, c'est des formats un peu plus petits, donc des 5 pouces, plus un format téléphone, qui leur permet effectivement de faire de la vente dans les points de vente, mais qui leur permet aussi de réaliser l'ensemble des opérations logistiques, de la réception, de la préparation de commandes. Et également, on a travaillé sur un concept de mobilité client in-store. Et donc, nos clients peuvent, dans nos magasins, utiliser aussi ces mêmes terminaux, alors sur des fonctionnements plus restreints et uniquement dédiés à la vente, de façon à ce qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, en autonomie, procéder effectivement à un parcours de vente et un parcours d'achat complet. C'est pas obligatoire parce qu'effectivement tous nos clients sont pas forcément des technophiles et donc on veut pas non plus laisser des clients sur le côté. On a bien sûr des conseillers de vente qui sont là pour accompagner l'ensemble des clients. Donc un terminal qui marche
plutôt bien. En tout cas, vous en ferez le bilan sûrement. Alors, on était pendant la vente dans le magasin. Vous, Anne-Sophie Pouillot, chez l'Occitane en Provence, vous avez réalisé une étude que vous allez un peu nous dévoiler en exclusivité, j'espère, sur les conclusions. C'est après le magasin, à la sortie du client, vous avez analysé tous ces comportements. Oui, alors on utilise une enquête de satisfaction qui est envoyée par email, qui est un NPS assez classique, après un achat en boutique, après un achat sur le web et après une interaction au service client. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision assez complète de l'expérience client et la même promesse relationnelle sur tous les canaux. On a réalisé une étude assez innovante qui est basée sur la symétrie des attentions, parce qu'on croit beaucoup à la symétrie des attentions chez l'Occitane, qui est le fait que pour avoir des clients engagés, il faut avoir des collaborateurs engagés. Et on a étudié d'un côté tous les verbatims issus de ces NPS clients. Et d'un autre côté, on a envoyé un questionnaire à nos collaborateurs qui sont en direct avec les clients. Ça veut dire les conseillères, les responsables boutiques et concessions, parce qu'on a un système de boutiques et de concessions chez l'Occitane. Et en même temps, on a envoyé ce questionnaire aux équipes service client. Donc il y avait 2 questions qui étaient racontez-nous votre meilleure expérience avec un client et racontez-nous votre expérience la plus frustrante avec un client. Et ensuite, on a mis en miroir les résultats de ces 2 études, clients et collaborateurs, pour essayer d'identifier quels étaient les moments d'enchantement et quels étaient les moments de friction, pour nous aider aussi à prioriser nos projets de l'expérience client, parce que on a beaucoup d'idées en général, mais c'est très difficile de prioriser tous ces projets. L'enseignement numéro 1 de cette étude, c'est ce que racontait Régine tout à l'heure, c'est que l'élément de différenciation, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'on a 70% de nos clients en post-achat qui nous parlent de nos conseillères. Elle nous parle de la personnalisation des conseils, de l'authenticité des conseils, de la bonne distance de nos conseillères, c'est-à-dire être attentif aux clients qui rentrent dans la boutique, mais ne pas lui sauter dessus, ne pas être pushy dans la vente, et de créer une relation vraiment de confiance avec les clients. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'on voit dans les remontées de nos collaborateurs cette passion, en fait. C'est-à-dire que nos responsables de boutique, nos conseillères, elles nous racontent avec beaucoup d'émotion le plaisir qu'elles prennent à parler de nos produits, de l'univers, de l'Occitane, et à accueillir les clients. Et donc, ça se ressent beaucoup côté client. Et alors, moi, ce qui m'a surprise aussi, c'est de voir toute cette vie dans la boutique. C'est vrai que c'est un lieu de vie. Et je ne savais pas qu'on avait des clientes qui offraient des cadeaux, en fait, à nos conseillères, qui passaient pour offrir des gâteaux, des fleurs, etc. Et qui racontent qu'ils reviennent juste pour voir nos conseillères, finalement. Moi, j'ai peut-être une petite question à vous poser parmi les retailers que vous êtes. Qui aujourd'hui compte, ou en tout cas utilise une newsletter pour créer, alors on parlait de l'après-vente, mais du trafic avant la vente en magasin, qui aujourd'hui utilise la newsletter pour créer ce trafic physique dans la boutique? Est-ce que c'est un levier pour vous encore? Parce que c'est une question que je voudrais poser à Régine. Est-ce que c'est encore une newsletter qui crée du trafic, ou aujourd'hui on est toujours un peu dans les buzzwords avec vous, mais c'est un assistant vocal, c'est du podcast, c'est du push mobile Oui, aussi. Alors moi, c'est mon côté vendeur, hein. Mais je sais aussi qu'il y a un pilote qui a été fait, là je vais citer, c'est Darty, qui a fait quelque chose d'assez original. Il a dit à ses vendeurs dans le magasin qui étaient pilotes, vous allez répondre sur les réseaux sociaux, en n'y croyant pas du tout, et ça a été un succès incroyable parce que effectivement les clients retrouvaient en boutique la personne qui avait répondu sur Twitter, et il y avait un vrai plaisir du client de retrouver le client qui avait commencé la conversation online. Et côté vendeur, évidemment, c'est ce que disait Anne-Sophie tout à l'heure, être reconnu par la cliente, il n'y a rien de mieux, et donc ça a généré quelque chose de positif. Donc une nouvelle façon d'entamer la conversation online pour la poursuivre offline puis la continuer. Et
la newsletter, pourquoi pas? Moi, je crois de plus en plus aux relations personnelles entre les gens, c'est-à-dire qu'une newsletter, si elle fait monter en compétence, si elle importe de l'information véritablement, oui. On voit bien, hein, on a de plus en plus d'humains dans le digital, même si on a aussi de plus en plus de digital dans les points de vente physiques. Mais voilà, je pense qu'il faut réinventer tout cet enchevêtrement de points de contact pour créer de la valeur, quoi. Et vous avez dit le mot aussi qui fait sens dans cette relation, c'est la conversation. Du coup, on en vient au chatbot. Qui parmi vous, Johan, Anne-Sophie, mise sur les chatbots? Alors, conversation artificielle ou semi-artificielle entre un robot et un client? Alors, nous, on n'a pas encore développé de chatbot, mais on regarde ça de près. Personnellement, je pense qu'il s'agit encore une fois de se mettre à la place du client et de se demander quelle est la vraie valeur ajoutée pour le client et de ne pas faire un chatbot juste par mode. Donc, il y a soit des choix de chatbot de verticalité, c'est-à-dire de répondre juste à un seul besoin du client et d'être efficace dans cette réponse-là, ou si on choisit un chatbot qui est plus généraliste sur le self-care, je pense que c'est un projet qui nécessite beaucoup de travail en amont pour essayer d'écouter la voix du client justement et comprendre quelles sont les demandes aujourd'hui qui arrivent au service client en boutique pour pouvoir les anticiper, et qu'après il va y avoir des créations de nouveaux métiers finalement d'entraîneurs de chatbot pour nourrir ce chatbot et puis essayer de l'optimiser, de l'améliorer jour après jour pour vraiment humain, quoi, en fait. Exactement. Mais je pense qu'un entraîneur permettra aussi d'entraîner le chatbot pour répondre à beaucoup plus de demandes que si c'était un conseiller qui répondait en direct, quoi. Alors chez Probox, on n'a pas de chatbot. Nous, on est donc dans un contexte d'une part B2B et d'autre part d'acquisition, puisqu'on est ouvert depuis 9 mois. Nous, on considère et on constate que c'est vraiment la relation humaine, effectivement, qui est à l'origine de la relation commerciale. On est sur de l'hyper-personnalisation. On constate en moyenne qu'il nous faut 7 interactions avec un prospect pour qu'il devienne client. Cette interaction qui sont alors soit de l'appel sortant, de l'email, mais c'est du one-to-one, hein, c'est du pur personnalisé, ou bien de la rencontre physique, donc nos commerciaux itinérants qui vont rencontrer nos clients, enfin nos prospects, futurs clients sur leur chantier, ou bien nos clients qui viennent rencontrer nos commerciaux et nos conseillers techniques dans les bases vie. Donc, 7 interactions avant transformation. C'est ça, c'est ce qu'on mesure. Et alors, une notion qui est importante pour vous, c'est celle de communauté, du coup. Comment est-ce que vous faites pour bâtir cette communauté vous m'avez confié, c'est construire une communauté de professionnels. Alors effectivement, on a dès le début positionné cette notion de communauté au pluriel au centre de notre réflexion, puisqu'on constate qu'on a des communautés, alors qui sont des communautés par métier, secteur d'activité, donc des électriciens, des couvreurs. On a aussi des communautés qui s'organisent, des communautés culturelles, des communautés géographiques, et donc qui se traduisent alors soit de façon formelle sur des groupes Facebook, des événements physiques qui sont organisés, mais aussi des communautés plus informelles qui s'appuient sur du bouche à oreille et de la relation entre personnes. Et pour nous, c'est vraiment un levier sur lequel on s'appuie et on veut se rendre utile à ces communautés. On a aussi des communautés qui ne sont pas forcément que des communautés de clients, mais par exemple des communautés d'apprentis. On s'est engagé pour l'apprentissage en signant un partenariat avec l'école des éco-activités, donc qui dépend de la CCI Île-de-France, qui est l'école est basée à Gennevilliers, pour promouvoir l'apprentissage, la fierté d'appartenance. Parce que, en fait, de façon un peu caricaturale, des fois, les jeunes, on leur dit bon, t'es pas bon à l'école, tu feras un métier manuel, tu feras menuisier. Et à l'inverse, nous, on aimerait valoriser ces métiers du bâtiment, expliquer qu'il y a effectivement moyen de s'épanouir dans ces métiers, et qu'en plus, il y a des débouchés, et il y a même sur certains métiers de vraies lacunes de compétences sur le marché.
Est-ce que l'une sur les communautés, oui, Régine ou Anne-Sophie. Oui, nous on a une communauté chez l'Occitane. En fait, on a un chat communautaire. Donc, quand vous allez sur le site internet de l'Occitane, vous pouvez chatter en direct avec d'autres clients de l'Occitane. Donc ça, c'est un service qu'on a déployé en France, aux US, au UK, et qu'on espère déployer dans d'autres pays prochainement. Et c'est assez fascinant de voir cette communauté de clients qui, gratuitement, enfin, il n'y a pas échange des conseils sur une passion commune qui sont les cosmétiques, qui sont l'Occitane et tout l'univers de l'Occitane. Et on les rencontre plusieurs fois dans l'année pour les remercier, pour leur demander leur avis sur nos futurs produits, nos futures campagnes. Et il y a une implication énorme de ces communautés. Et la valeur ajoutée pour le visiteur sur le site, c'est qu'on sait très bien que de nos jours, les clients font plus confiance à leurs pairs qu'aux experts de la marque. Et donc, ça augmente aussi la confiance, qui est un point clé aujourd'hui de la fidélisation des clients. Sur les communautés, ce qu'on constate aussi, c'est que les marques nées dans le digital, qui implantent des points de vente, sont souvent des marques qui ont démarré grâce aux communautés, des communautés qui naissent dans le monde virtuel et qu'on va faire se rencontrer dans le monde réel après en créant un point de vente. Donc on voit que c'est effectivement une nouvelle façon de se développer de marques nées dans le monde digital, qui ont besoin pourtant de rencontres physiques avec leur communauté. Voilà. Et puis les clients aujourd'hui ont envie d'avoir un impact, en fait. Ils ont envie de participer à la construction de la marque. Ils ont envie de donner leur avis. Et c'est vraiment une tendance assez forte. Une dernière question pour vous, Johan Régal, avant de conclure et de vous laisser la parole, évidemment, pour poser des questions à nos intervenants. Puisque vous êtes dans cette période d'expérimentation avec vos bases vie, quelles sont vos pistes futures sur le concept, justement? Vous allez vers quel projet, vers quelles autres innovations, alors soit technologiques, soit humains, puisque c'est notre sujet? Alors, effectivement, nous, on considère qu'on est encore en phase de test and learn. Au quotidien, effectivement, on réalise des ajustements ou des modifications par rapport à l'écoute qu'on peut avoir des remontées de nos clients. Il y a quelques jours, quelques semaines, on vient de lancer notre programme de parrainage, donc, qui s'organise avec effectivement un client qui est parrain, qui nous présente une de ses connaissances, donc qui est son filleul, qui devient client à son tour. Et donc, on reverse au parrain 3% du montant des achats réalisés par le filleul sous forme de bon d'achat. Donc, voilà, c'est incitatif. Le filleul peut à son tour devenir lui aussi parrain. On est en train de travailler, donc ça, c'est imminent. Alors, nous, on considère que c'est une dette, mais par rapport à nos concurrents, c'est pas quelque chose qui se fait, mais on va publier une appli mobile sur l'App Store et le Google Play Store. Donc, voilà, d'ici la fin du mois. Et ensuite, d'ici la fin de l'année, on va continuer à travailler sur nos services et à optimiser nos services. Je vous parlais tout à l'heure de la livraison express sur chantier. Aujourd'hui, on la réalise en 3 heures. D'ici la fin de l'année, on va réaliser des livraisons express sur chantier, donc sur Paris et Petite Couronne, en moins de 2 heures, à partir du moment où la commande est validée. En s'appuyant sur des stocks de proximité et tout en optimisant les coûts pour nous et pour le client. Je voudrais vous laisser l'honneur, Régine, de conclure avec une dernière question. Est-ce que le vendeur, finalement, enfin la technologie, est-ce qu'elle permet au vendeur de vendre plus ou de vendre mieux? Et quelle est la priorité? Est-ce que c'est vendre mieux ou vendre plus? Alors effectivement, la technologie, si elle est bien utilisée, donc si effectivement le vendeur sait comment l'utiliser dans l'interaction avec son client, permet de vendre plus. Alors on a ce qu'on appelle des technologies facilitantes, c'est-à-dire que si effectivement on sait que vous avez sur Facebook liké un pantalon noir et que quand vous arrivez dans la boutique, le vendeur a l'information sur sa tablette que vous avez liké un pantalon noir, eh bien on voit bien qu'on a une technologie qui va aider le vendeur à mieux connaître effectivement les goûts du client et qui va savoir l'orienter. Je pense par exemple à la Miliboutique. Miliboutique, c'est le concept de boutique de Milibou, qui est une marque née dans le digital. Eh bien, on va avoir aujourd'hui des métriques qui sont dans le point de vente, où on va savoir combien de temps un consommateur est resté dans un rayon,
Et s'il reste un peu longtemps, il va y avoir une alerte sur le device du vendeur qui donc se dit ils sont intéressés, donc j'y vais. Donc on voit qu'on réinvente la vente en étant aidé dans le décryptage des signaux faibles. Et puis effectivement, après, il y a toute cette interaction autour d'un écran. Hein. Un écran, s'il est bien utilisé au bon moment et avec la bonne personne, peut générer de nouvelles formes de connivence, de complicité, mais il y a plein de questions à se poser. Hein. Donc, qui a la souris? La souris, c'est le pouvoir. Heureusement, il n'y a plus de souris. Est-ce que c'est le vendeur qui doit avoir le pouvoir? C'est pas si simple que ça. Et aujourd'hui, on a effectivement un métier qui redevient au centre de la scène. Moi, j'en suis intimement convaincue, mais qu'il faut réinventer parce qu'on a des vendeurs. Certains vendeurs, j'ai interrogé beaucoup de vendeurs qui ont le blues, pour qui la vente à la papa, ça ne marche plus. Et puis, j'ai des vendeurs qui, de manière assez incroyable, sont capables d'utiliser du digital, créer une relation beaucoup plus profonde, récurrente et transactionnelle. Donc, en fait, moi, je suis convaincue que les techniques inventées à l'ère avant l'Internet, pré-digital, ne fonctionnent plus. Donc, c'est un ensemble à la fois de revoir les technologies et équiper intelligemment. Alors, intelligemment, moi, je ne sais pas si vous avez vu, on n'arrête pas de nous dire il faut qu'il y ait une expérience client qui soit bonne. Ah ben oui. Mais comment un vendeur peut-il rendre un client heureux si lui-même est malheureux? On revient à la symétrie des attentions. Et notamment, quand on voit qu'un vendeur, le nombre de clics, le nombre de choses qu'il doit rentrer pour rentrer dans ses devices, c'est compliqué pour lui d'être orienté client s'il a plein de tracasseries liées à l'informatique. Donc je pense que le prochain enjeu, c'est que ça soit facilitant, invisible. Et c'est ce que j'appelle l'ère post-digitale, en fait. Merci, Jeanne. Sophie, oui, je suis assez d'accord parce que la symétrie des attentions, c'est valable pour la symétrie des interfaces, des équipements en fait. Et ces dernières années, on a essayé, et puis c'était allé très vite, de simplifier un maximum l'expérience client pour qu'il ait zéro effort à faire. Mais on a peut-être un peu oublié de simplifier l'expérience utilisateur-collaborateur, que ça soit en boutique ou au service client en fait, tous les collaborateurs qui sont en contact direct avec le client. Et je pense qu'un des prochains enjeux, c'est justement d'optimiser ces outils, de simplifier ces outils pour que ça soit aussi simple côté collaborateur que ça l'est côté client. Et je rajoute un petit truc, ceux qui sont en train d'acheter une voiture, je vous invite à voir ce qui se passe actuellement dans les concessions et la manière dont on vous accueille. Il y a les concessions traditionnelles et puis il y en a où je constate qu'il y a un taux de transformation qui est énorme par rapport aux concessions traditionnelles. Tout ça, c'est lié au parcours client qui a plus changé en 20 ans qu'en 20 siècles. C'est ma petite phrase clé. Et donc, il faut tout réinventer. Et il y a quelques concessions où on a des retours extraordinaires, alors que tous les vendeurs se plaignent que le client, quand il arrive, ils ne savent plus le gérer, ils n'arrivent plus à avoir une influence, ni d'ailleurs à influencer vers la conversion. Regardez les concessions. Et alors, chez Probox, vous êtes inspiré de qui ? Alors chez Probox, en fait, on s'est alimenté, on s'est inspiré à l'intérieur du groupe ADO, puisqu'effectivement il y a un ensemble d'expertise dans les autres enseignes. Et effectivement, on a eu une approche pour les collaborateurs qui a été la même que pour les clients, pour effectivement avoir des outils qui soient hyper ergonomiques, simples d'utilisation et très directif quelque part pour effectivement faciliter l'interaction avec le client et leur proposer à nos collaborateurs la bonne information au bon moment pour faciliter effectivement l'échange avec le client. Merci à tous les trois. On va surtout vous laisser la parole parce que vous avez sûrement beaucoup de questions peut-être, j'espère, à poser soit à la marque L'Occitane en Provence, Probox, ou Régine, profitez de sa présence pour partager peut-être vos expérimentations, ce que vous avez essayé au sein de vos enseignes, savoir si vous êtes sur la bonne voie de l'expérimentation. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à leur poser. Alors j'en vois une au fond, je peux me déplacer effectivement. Je vais passer parmi vous pour vos questions. Bonjour, j'ai une question concernant le chat communautaire. Est-ce qu'il y a une modération quand même ou une prévisualisation des échanges, parce qu'il peut y avoir aussi des choses négatives qui peuvent être dites, même si c'est les clients qui interviennent? C'est vrai que quand on l'a lancé en 2015, au début, ça nous a un petit peu peur. Et finalement, au début, on a beaucoup observé le premier mois de lancement, ce qui se disait. Et on a été épatés par la qualité des réponses en fait, de notre communauté. Donc, il n'y a aucune modération. C'est vraiment en toute confiance. On laisse nos clients parler entre eux. De toute manière, s'ils ne le font pas chez nous, sur notre site, ils le feront ailleurs.
Et en fait, ce qu'on a choisi comme solution, c'est une solution où notre communauté en fait est issue de notre base de données. Donc, c'est-à-dire que nous, on propose à nos clients, à nos bons clients, nos clients qui sont engagés, de devenir ambassadeurs de la marque et de faire partie de cette communauté. Donc, à partir du moment où ce sont déjà des clients L'Occitane, des fans de L'Occitane, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des... Enfin, on est en confiance. Est-ce que ça répond à votre question? Ouais. Et puis après, on a vraiment aussi un lien très fort avec cette communauté, parce que derrière, il y a un back-office où nous, on parle tous les jours avec cette communauté d'ambassadeurs. Donc, il y a vraiment un lien étroit entre la marque et cette communauté. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Est-ce que vous les récompensez? Oui, alors en fait, c'est vraiment un programme très relationnel finalement. Où on va organiser un événement dans l'année, par exemple, pour leur dévoiler un petit peu les coulisses de la marque, des informations en avant-première, etc. Tout au long de l'année, il peut y avoir des surprises. Ça peut être un cadeau qui leur est envoyé pour leur anniversaire, une découverte de nouveautés en avant-première. Donc, c'est de ce ressort-là. On veut vraiment qu'il y ait une liberté dans les réponses de ces ambassadeurs. C'est la base du service, quoi. C'est la confiance. Donc, il est hors de question de rémunérer quoi que ce soit, vraiment. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'arrive. Bonjour, alors, sur la partie chat, mais pas communautaire, interne, comment vous objectivez les gens qui sont derrière? Est-ce que il y a une notion de vente? Voilà, quels sont les objectifs et comment vous les rémunérez par rapport à ça? Il n'y a pas de système de bonus par rapport à ça. Donc c'est uniquement sur l'expérience client? Exactement, oui. Okay. Après, on a des objectifs, bien sûr, mais qui ne sont pas liés à un système de rémunération. Okay. C'est des KPI qu'on suit. Voilà. Merci. Bonjour. Je voulais revenir sur l'étude que vous avez faite par rapport à vos collaborateurs et vos clients. Je voulais savoir, vous avez dit que 70% des clients parlaient de vos vendeurs. Et est-ce que vous avez identifié certains irritants? Oui, bien sûr. Et lesquels? On a identifié certains irritants. Alors, on se rend compte que quand on arrête un produit, le produit favori des clients, surtout dans les cosmétiques, quand il s'agit d'un parfum ou d'un soin visage, il y a une déception énorme de la part de nos clients et qu'il faut aider nos collaborateurs à accompagner le client. Donc ça peut être une friction qui a été identifiée. On a identifié aussi tout un tas de potentiels d'amélioration. Identifier précisément que, par exemple, le colis dans l'e-commerce, c'est un point d'expérience client, un point de contact qui est ultra important et qui nous permet de faire passer un maximum de messages, des messages sur nos engagements, aussi des messages par rapport au relationnel, à l'univers de la marque. Donc, on a identifié vraiment des points de contact qui sont des potentiels d'enchantement énormes pour nos clients. Des irritants. D'autres questions? N'hésitez pas. Bon, après, vous avez toute la journée, effectivement, pour échanger. Puis la notion de vendeur qui va être abordée de manière assez importante. Moi, j'avais une question pour Régine Vandem, si vous n'avez pas de questions. J'ai introduit avec le Live Store ce concept d'expérience où il y a Auchan, voilà, puis il y a effectivement l'Occitane qui accélère aussi à New York avec des... Alors, on est dans le concept store, dans le Live Store, on ne sait plus très bien. Finalement, est-ce que c'est ça l'avenir du magasin? C'est où on propose, comme chez Probox, une toute autre expérience où il n'y a plus la frontière entre l'achat et la vie professionnelle. On peut partager, déjeuner, commencer à construire des imprimantes 3D, etc. Est-ce que le Live Store, c'est l'avenir? Pour répondre, je répondrai par une anecdote. Il y a une banque italienne, vous savez que les banquiers, après avoir mis au travail leurs clients en leur disant finalement, restez chez vous,
faire vos virements, c'est pas la peine de venir jusque la banque. Donc on faisait travailler les clients à la place finalement des guichetiers. Aujourd'hui, ils ont une autre problématique, c'est de faire revenir évidemment les clients dans les banques. Et là, on a effectivement en Italie une banque qui a mis une pâtisserie dans la banque. Donc on a vraiment la pâtisserie dans la banque. Voilà, c'est un nouveau lieu de vie. Est-ce que ça va se développer? On voit bien que pour qu'il y ait une envie de se déplacer, il faut qu'il y ait autre chose que qui est sur le site internet, et donc probablement effectivement cette notion d'expérience client, si elle offre quelque chose de différent, sera quelque chose d'important. Après, effectivement, il y a plusieurs types d'expériences. Il y a les expériences corvées, les expériences qu'on veut sublimer. Et donc, je pense que le magasin est pivot dans l'expérience, effectivement, que l'on va rendre mémorable. Et je pense que ça ne s'arrête pas en fait aux clients qui rentrent dans la boutique, parce que nous, on a beaucoup de verbatim, donc post-achat, je suis issu des NPS, de nos clients qui disent: ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, la conseillère, elle s'est occupée de mes enfants, c'est qu'elle s'est occupée de mon mari, qu'elle lui a offert un gâteau, un thé. Et donc, ça veut dire aussi que le client, il a plaisir à venir chez nous, à passer du temps, il n'est pas pressé. Et c'est parfois aussi des petites choses assez simples qui transforment le point de vente en lieu de vie et en un lieu où on a envie de passer du temps. Alors moi, de manière un peu provocatrice, j'entends toujours un certain nombre de consultants qui disent que l'expérience omnicanale doit être fluide, et je réponds: à force d'être fluide, n'a-t-on pas peur de devenir liquide? Si on devient liquide, on ne se souvient plus de vous, et si on ne se souvient plus de vous, eh bien, c'est un problème quand on est une enseigne ou une marque. Donc je dis aujourd'hui, mettez des grumeaux dans l'expérience client. C'est qui le grumeau? C'est notre cher vendeur qui, effectivement, et surtout des vendeurs qui sont eux-mêmes, surtout pas selon des scripts, parce que quand on quitte notre écran froid et sans âme, c'est pour avoir une vraie personne, pas une personne qui est sous forme de robot et qui parle par le discours de la marque, et ça je le crois sur tous les points de contact, que ce soit en point de vente, que ce soit évidemment en call center. Les scripts on n'a jamais aimé, mais alors là on déteste. Donc il va falloir... Mais le problème c'est que les gens qui sont en call center ont perdu l'intelligence situationnelle et relationnelle. À force d'avoir des grilles, comment on fait quand on n'a plus de grilles? Donc on voit que les enjeux sont énormes. On va les décharger des choses répétitives via des bots, et le reste, il va falloir redonner de la liberté et les sortir de la prison dans laquelle on les a mis et qui leur ont fait perdre l'intelligence relationnelle et situationnelle. Et moi je pense qu'il y a des enjeux de formation énorme. On a l'académie L'Occitane chez l'Occitane. Johan, vous parliez de recrutement tout à l'heure et de l'importance de recruter des collaborateurs qui ont des valeurs. Alors chez nous, ça va être l'authenticité, la générosité, etc. Et c'est ça qui fait la différence, quoi. C'est effectivement le besoin de personnalisation, je pense. Et pour rebondir sur les scripts, effectivement sur les call centers, etc. Nous, quand on a effectivement construit notre modèle, on s'est posé la question pour les personnes qui répondent au téléphone. On a commencé à écrire des scripts, etc. Et en fait, très rapidement, on a abandonné. On n'a du coup pas de script. Et du coup, les personnes, effectivement, réagissent en fonction de ce que leur interlocuteur au téléphone leur dit. Et ils sont beaucoup plus, de cette façon-là, on pense, à leur écoute. Ouais, la fin des call centers, ça peut être la bonne nouvelle du jour. Et chez Probox, quelle est l'expérience qui est à ce jour la préférée, puisque vous êtes vraiment dans cette expérimentation? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce lieu basse vie que vous appelez? Je pense que c'est l'ensemble, c'est l'ensemble de services que l'on propose aux clients et qui ont pour vocation de leur faciliter la vie. Et ça passe effectivement par le contact entre le client et notre conseiller technique qui développe, effectivement, on constate une relation personnelle. On constate qu'effectivement, c'est lorsqu'on a des relations qui se nouent vraiment d'homme à homme ou de femme à femme ou de femme à homme, qu'effectivement... derrière, l'activité commerciale est au final la plus importante. Si vous n'avez pas de questions, je vais... Ah, si, pardon. J'allais rendre la parole. Bonjour. Après avoir questionné vos vendeurs chez l'Occitane, est-ce que vous avez mis en place quelque chose, des mesures concrètes pour les aider au quotidien ou hebdomadaire? Comment vous gérez ça derrière? Très bonne question. Alors, on vient juste d'avoir les résultats.
Donc là, la phase, on a fait plusieurs restitutions jusqu'au top management, c'est très important. Et on va faire la restitution de l'étude à nos collaborateurs, à nos vendeurs, nos conseillers, lors du séminaire de septembre. Donc on pourra leur présenter les résultats, et puis des résultats qui sont aussi très bons, très encourageants, très motivants sur l'impact qu'ils ont sur l'expérience client. Et également, on a identifié des points pour les aider. Donc on va travailler cet été pour justement les accompagner, peut-être les former à gérer aussi les situations les plus difficiles. On voit qu'il y a quand même une montée des incivilités aussi dans les points de vente, vous le voyez peut-être vous aussi. Nous, ça fait un peu plus de temps au service client qu'on est formé là-dessus, mais on va mettre en place ce type de formation pour nos points de vente. Et on est très fiers d'aider nos... moi, je suis ravie de l'impact de cette étude pour aider les collaborateurs pour qu'ils se sentent mieux au quotidien. Et après, ça fait un effet positif sur les clients. On va vous remercier tous les trois. Merci beaucoup. On peut vous applaudir pour ce partage d'expérience. Merci beaucoup.